En 1785, un parfum de scandale flotte à la cour du roi Louis XVI. Une diabolique escroquerie va éclabousser, bien malgré elle, la couronne de France. C'est une comtesse de 29 ans, Jeanne de La Motte, qui est à l'origine de cet incroyable coup monté, connu sous le nom de l'affaire du collier de la reine. Monumental. Petites histoires des grands monuments. La comtesse de La Motte, arnaque monumentale au château de Versailles. 15 août 1785. Le cardinal de Rohan, grand aumônier de France et évêque de Strasbourg, se présente à Versailles pour célébrer la messe de l'Assomption dans la chapelle du château. Mais juste avant l'office, il doit voir le roi. Sans explication, celui-ci l'a convoqué dans ses appartements privés pour un entretien. Rohan est tout à la fois surpris et tendu, car ce n'est pas dans les habitudes de Louis XVI de bousculer son agenda. Et il a bien raison, le cardinal, de s'inquiéter. Ce rendez-vous va tourner au cauchemar. Lorsqu'il ressort, il est blanc comme un linge. Et quelques instants plus tard, alors qu'il traverse la galerie des glaces, il est arrêté par la garde royale et conduit comme un vulgaire malfrat jusqu'à la prison de la Bastille. Je suis innocent, je peux le prouver. Les courtisans qui assistent à la scène n'en reviennent pas. Quel crime l'homme de foi a-t-il bien pu commettre pour être traité de la sorte? Pour le comprendre, il faut revenir 13 ans en arrière, en 1772. À cette époque, Louis XVI n'est pas encore sur le trône de France. C'est son grand-père, Louis XV. Il n'est plus tout jeune, mais il n'a pas renoncé à sa passion pour les femmes. Louis XV a eu quantité de maîtresses durant toute sa vie. La dernière en date, la comtesse du Barry, une femme pour laquelle le roi est prêt à toutes les folies. Et justement, cette année-là, pour lui faire plaisir, Louis XV commande au joaillier allemand Charles Böhmer le plus beau des colliers. Merveilleux. Ce bijou de 2842 carats compte une centaine de perles et 674 diamants. Son prix est exorbitant, 1 600 000 livres, soit approximativement 30 millions d'euros. C'est le collier le plus cher de l'histoire. Pour Böhmer, c'est un honneur. Mais ce bijou est aussi une épine qu'il a dans le pied. En effet, il a l'habitude de financer seul les commandes. Il est donc contraint de s'endetter lourdement pour acheter des pierres de valeur qu'il peine d'ailleurs à réunir, si bien que les années passent et le collier n'est toujours pas terminé. En 1778, lorsqu'il est enfin achevé, Louis XV est mort depuis 4 ans. Alors, qui va payer le collier? Böhmer le propose avec insistance à la nouvelle reine de France, Marie-Antoinette. Son époux, Louis XVI, est d'accord pour le lui offrir, malgré son prix. Mais à plusieurs reprises, la reine décline la proposition. Après avoir fait le tour des cours d'Europe, le joaillier doit se rendre à l'évidence. Personne ne veut de son collier. Il se retrouve donc avec des dettes colossales, un bijou invendable, et il ne lui reste plus que ses yeux pour pleurer. C'est à ce moment qu'entre en scène Jeanne, comtesse de La Motte. Elle a 28 ans, elle est jolie et appartient à la noblesse. Mais elle n'a pas de fortune. Alors, pour assurer ses arrières, elle use de ses charmes. C'est pour cette raison qu'elle se rapproche du cardinal de Rohan, un homme d'église certes, mais riche et amateur de jolies femmes. Pour l'attirer et lui soutirer de grosses sommes d'argent, Jeanne manœuvre subtilement. Elle lui fait croire qu'elle est proche de la reine. Elle sait que c'est son point faible. Rohan cherche depuis des années l'amitié de Marie-Antoinette pour obtenir un ministère. Or, cette dernière l'ignore royalement. Elle le méprise et refuse de lui accorder la moindre audience. Pour prouver au cardinal sa proximité avec la souveraine, Jeanne lui présente de fausses lettres, imitant l'écriture de la reine. Elles sont signées Marie-Antoinette de France.
Le cardinal aurait dû se douter qu'il s'agissait d'un faux, car la reine ne signe jamais de cette manière. Ses courriers sont toujours paraphés Marie-Antoinette, tout court. Le cardinal n'y voit que du feu. Il est persuadé que sa maîtresse lui permettra d'obtenir enfin les bonnes grâces de la reine. Rohan a mordu à l'hameçon. Maintenant, Jeanne peut passer à la deuxième phase de son plan. Elle va lui faire croire que la reine accepte de lui parler. Pour cela, elle fabrique une fois encore de fausses lettres, cette fois à l'attention du cardinal. Dans celle-ci, la prétendue Marie-Antoinette lui demande un peu d'argent pour financer quelques dépenses personnelles, sans en avertir le roi. Rohan est flatté. Il voit là l'occasion de se rapprocher d'elle et d'être un jour récompensé. Il confie donc l'argent à Jeanne, qui bien sûr le garde pour elle. Après chaque versement, celle-ci fournit au cardinal de fausses lettres de remerciement de la part de Marie-Antoinette, dans lesquelles elle lui promet un futur rendez-vous. Mais ce moment tant attendu tarde à venir. Chaque missive repousse indéfiniment la date prévue. Rohan commence à douter. Pour Jeanne, qui ne veut pas perdre sa vache à lait, il est grand temps d'organiser la rencontre. Celle-ci est fixée un soir de l'été 1784, par un courrier dans lequel la soi-disant reine propose à Rohan un rendez-vous secret. Le 11 août, au bosquet de Vénus, dans les jardins de Versailles. Le jour J, à l'endroit convenu, le cardinal attend, fébrile. Il est 11h du soir, la nuit est déjà tombée, mais la reine n'est toujours pas là. Marie-Antoinette lui aurait-elle fait faux bond? Non, la voici enfin. Le visage enveloppé d'une étoffe noire légèrement transparente. Elle tend à Rohan une rose et lui chuchote. Vous pouvez compter que le passé sera oublié. Des mots qui scellent leur réconciliation. Du moins, le pense-t-il. Mais la conversation n'a pas le temps d'aller plus loin. Jeanne, qui est présente, les avertit soudain. « Attention, les sœurs du roi approchent !» Le cardinal prend peur et il déguerpit. Bien sûr, ce qu'il ne sait pas, c'est que la femme qu'il vient de rencontrer est en réalité une prostituée que Jeanne a engagée pour la circonstance. Dans l'obscurité, le cardinal n'y a vu que du feu. Jeanne a réussi un coup de maître. Les semaines suivantes, Rohan continue donc naïvement à verser de petites sommes d'argent à Jeanne, qui les empoche dès qu'il a le dos tourné. Le poisson est ferré. L'intrigante peut maintenant passer à la troisième phase du plan, un coup diabolique qui va lui permettre de récupérer le fameux collier que Louis XV avait commandé. Jeanne de La Motte sait que le joaillier Böhmer cherche par tous les moyens à le vendre. Son prix, je vous le rappelle, 1 600 000 livres. Avec une telle somme, elle serait enfin riche, et pour longtemps. Pour mettre la main dessus, elle se rapproche donc de Böhmer. Elle lui assure que la reine est finalement prête à acheter le bijou, mais secrètement, sans le dire au roi, via un entremetteur. Cet entremetteur, ce sera le cardinal de Rohan, un nom illustre qui rassure le joaillier. Rohan va-t-il une fois de plus tomber dans le piège? Pour le convaincre d'avancer l'argent du collier, elle rédige un nouveau courrier. Dans celui-ci, la reine, Jeanne, lui demande de s'engager auprès de Böhmer à 4 versements de 400 000 livres. Qu'il ne s'inquiète pas, elle lui remboursera chaque versement. Et pour assurer son coup, Jeanne recrute un complice, le comte de Cagliostro, un protégé du cardinal qui se prétend médium. La comtesse demande au mage, moyennant une grosse rémunération, de convaincre le cardinal d'avancer la somme pour Marie-Antoinette. Cagliostro accepte et parvient à faire croire au prélat, décidément bien naïf, qu'un avenir radieux l'attend. S'il s'exécute, c'est sûr, il sera bientôt nommé Premier ministre. Et une fois de plus, Rohan tombe dans le panneau. Le 1er février 1785, il se rend chez Böhmer, lui verse la somme de 400 000 livres, puis repart
tout tremblant, avec le collier dans un coffret. Ensuite, il se rend dans un appartement que Jeanne a loué à Versailles, afin de lui remettre le bijou. Celui-ci est alors confié à un faux valet, censé l'apporter sur le champ à la reine. Mais à peine le cardinal reparti, Jeanne récupère le collier et en extrait les pierres précieuses qui le composent. Elle pourra les vendre séparément à un très bon prix. Le temps passe, et bien sûr, ce pauvre Rohan ne voit pas venir sa promotion. Il s'étonne également de ne jamais croiser Marie-Antoinette avec le collier autour du cou. « C'est normal », lui rétorque Jeanne. « Aucune grande occasion ne s'est encore présentée, mais ça va venir. » Le cardinal a un autre souci, et non des moindres, le remboursement des 400 000 livres promis par la reine. Dans son esprit, un sérieux doute commence à s'installer. Marie-Antoinette va-t-elle vraiment lui rendre l'argent ? À ce sujet, Jeanne n'est pas très rassurante. Elle lui explique que la souveraine rencontre quelques difficultés pour réunir la somme. Mais, pas d'inquiétude, tout finira par s'arranger. En attendant, il faut payer la deuxième traite de 400 000 livres. Aussi, demande-t-elle au cardinal d'avancer une nouvelle fois les frais. De son côté, le joaillier s'impatiente lui aussi. Il n'a plus de collier et les 3/4 de la somme qu'on lui a promis n'ont pas encore été payés. Furieux d'attendre, il finit par en parler directement à la femme de chambre de Marie-Antoinette, qui bien sûr tombe des nues. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La reine n'a jamais commandé ce bijou. Les jours suivants, tout s'accélère. Dans les couloirs de Versailles, les uns et les autres essaient de démêler le vrai du faux. Marie-Antoinette charge son ami, le baron de Breteuil, de tirer cette affaire au clair. C'est un ennemi juré du cardinal de Rohan. Il va se faire un plaisir de faire éclater le scandale au grand jour. L'affaire fait grand bruit. Elle prend une tournure que Jeanne n'avait pas imaginée. Affolée, elle pousse en vain le cardinal à payer le bijoutier pour étouffer le scandale naissant. Et pendant ce temps, le roi Louis XVI ne se doute de rien. On finit par le prévenir de l'escroquerie le 14 août. Furieux, il convoque le cardinal de Rohan le lendemain, le fameux jour de la messe de l'Assomption. Face au couple royal, le prélat balbutie et peine à se défendre. Il comprend tout à coup qu'il a été dupé par sa maîtresse. Marie-Antoinette est hors d'elle. Elle exige que l'on embastille cet imbécile qui a osé croire qu'elle lui donnait des rendez-vous secrets dans les jardins du château. Le pauvre cardinal a beau supplier, le roi est inflexible. Je fais ce que je dois en tant que roi et en tant que mari. Sortez! Ah, je suis innocent, je peux le prouver. Cet incroyable imbroglio va avoir de lourdes conséquences pour le couple royal. L'affaire s'ébruite dans tout le royaume et elle est amplifiée, déformée. Marie-Antoinette, déjà très impopulaire auprès des Français, va le payer au prix fort. L'opinion publique ne croit pas en son innocence. Paris bruise de pamphlets qui se moquent de cette reine frivole qui a la réputation de ruiner le royaume par ses dépenses excessives. Louis XVI, quant à lui, passe pour un bonnet, incapable de voir ce qui se trame dans son dos. De son côté, le cardinal de Rohan, jugé pour crime de lèse-majesté, pour avoir sali l'honneur de la reine, est finalement acquitté par le Parlement de Paris. Cette affaire, hors du commun, aura réussi à discréditer la noblesse et le clergé et fragiliser un régime aux abois qui sera renversé 2 ans plus tard. Quant à la véritable coupable, la comtesse Jeanne de La Motte, elle est arrêtée et marquée au fer rouge d'un V comme voleuse. Enfermée à perpétuité dans une maison de correction, elle se sauve à Londres en 1787, où elle écrit ses mémoires. Elle laisse derrière elle l'une des plus incroyables escroqueries jamais organisées.